Bien, bonjour les secondes. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous avons le Japon au programme, hein, d'où ce petit accompagnement musical et cette vision bucolique pour faire plaisir à l'une de mes élèves d'un temple japonais qui nous invite à la rêverie en cette journée un peu grise et en ce temps d'annonce qui n'annonce justement rien de bon pour la suite du programme concernant la fin du confinement. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous amener au Japon et je vais vous amener au Japon à travers un nouveau thème de géographie, un thème qui s'intitule Territoire, population et développement, quel défi? Et donc un premier chapitre qui portera particulièrement sur des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. Comme tout chapitre, eh bien, on va commencer à introduire ce chapitre et notamment, comme vous devez le faire d'ailleurs dans une introduction d'une question problématisée, on va commencer par définir les mots-clés du titre du chapitre et vous voyez que ces mots-clés sont relativement nombreux, hein. Qu'est-ce qu'une trajectoire démographique? Qu'est-ce que la démographie? Qu'est-ce qu'un défi, par exemple? Donc autant de termes que l'on va définir, histoire de donner un cadre au sujet et surtout que vous sachiez de quoi on va traiter à travers ce chapitre. Donc pour l'illustrer d'ailleurs, je vous ai mis une image qui représente un peu la population mondiale dans sa diversité. Bon, même si c'est une population quand même très urbanisée, hein, on voit que ce sont des gens qui vivent dans les grandes métropoles, hein, de par leur tenue vestimentaire, l'utilisation de tablettes, d'instruments connectés, téléphones, smartphones, etc. Et on a ici un nuage de mots en lien justement avec le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire notamment les populations, la démographie. On voit le mot population en anglais qui apparaît, le mot world, le mot country, people, growth, ce qui veut dire croissance. Donc autant de mots sur lesquels on reviendra également dans ce chapitre. Alors avant toute chose, qu'est-ce que la démographie? La démographie, c'est une notion que vous avez normalement largement déjà étudiée quand vous étiez au collège, hein, notamment si mes souvenirs sont bons, en cinquième, en sixième, lorsque on étudiait la population mondiale et les différents espaces habités, hein, habités en ville, habités à la campagne, la répartition de la population sur Terre. En cinquième, lorsque vous avez eu pour thématique le développement durable et justement comment prendre en compte l'explosion de la croissance de la population mondiale qui est passée de 1 milliard d'habitants en 1800 à près de 10 milliards d'habitants en 2050, comment prendre en compte cette croissance démographique pour pouvoir répondre aux besoins en énergie, en nourriture, en eau, tout en préservant l'environnement. La démographie, ensuite, eh bien, vous l'avez abordé en quatrième en travaillant sur la mondialisation, hein, notamment dans la mondialisation dans les mobilités mondiales, hein, notamment les migrations d'un continent à un autre, hein, notamment parce que parfois, justement, sous pression de la démographie, il n'y a plus assez d'emplois, de nourriture dans un pays et on va chercher un meilleur avenir ailleurs. Et puis la démographie, on l'avait aussi étudiée indirectement lorsque l'on travaille sur le programme de troisième, notamment sur les espaces désertiques, par exemple, les espaces de faible densité, qui est un élément qui était au programme de troisième en géographie. Lorsque l'on travaille sur la ville, on travaille également sur la façon dont on habite la ville. Donc, c'est une thématique que vous connaissez, mais qu'est-ce que signifie démographie? Eh bien, démographie, vous retrouvez la racine démos que l'on a déjà vu pour le mot démocratie. Donc, démos, c'est la population, si vous vous souvenez, le peuple, hein, rappelez-vous, démos kratos pour démocratie veut dire le pouvoir du peuple. Eh bien, démographie, eh bien, c'est la science qui étudie le démos, c'est-à-dire la science qui étudie la population. Donc, pour étudier la démographie, eh bien, on va faire appel à un certain nombre de critères
que vous avez déjà étudié quand vous étiez au collège. Par exemple, le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances pour 1000 habitants, le taux de mortalité, donc la même chose, mais pour le nombre de décès. On va étudier l'espérance de vie, c'est-à-dire le nombre d'années que l'on peut espérer vivre depuis la naissance. On va étudier l'accroissement naturel, ce qui est la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances. Euh, on va étudier le taux de fécondité, le nombre moyen que peut avoir une femme en âge de procréer. Bref, un certain nombre de notions qui vont nous permettre d'étudier justement les différentes trajectoires démographiques mondiales. Et c'est ce qu'on vous dit dans le chapitre 1, on vous dit des trajectoires démographiques différenciées. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait qu'il y ait des trajectoires démographiques différenciées, ça veut dire que au niveau mondial, eh bien, selon les pays, la population ne va pas évoluer de la même façon. Certaines populations sont jeunes, d'autres populations sont plus âgées, et donc les démographies auront des trajectoires qui vont être différentes selon les pays, selon les régions du monde. Donc on verra que dans le domaine de la démographie, il y a des trajectoires différenciées. Donc la démographie, par exemple, d'un pays sur lequel on va revenir, le Japon, n'est pas du tout la même que la démographie du Mali ou que la démographie, je sais pas moi, du Mexique. Alors, ensuite, vous avez la notion de transition qui finalement n'apparaît pas explicitement dans le titre, mais que- que- qu'il faudra qu'on revienne dessus dans ce chapitre. Et la transition, c'est le passage d'un état à un autre, hein. Par exemple, vous connaissez la transition urbaine, le fait que l'on passe d'une population à majorité rurale à une population à majorité urbaine. On parle de transition urbaine. Vous connaissez la transition dans le domaine littéraire quand vous écrivez un texte. Vous savez qu'une transition permet de passer d'une partie à une autre. Dans la démographie, on parle de la transition démographique, c'est-à-dire du passage d'un régime démographique qui peut être caractérisé par exemple dans un pays par le fait que les femmes font beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de naissances, mais aussi il y a beaucoup de décès. Eh bien, on peut passer de ce type de régime démographique, qui est un régime dit traditionnel, ancien, à un régime plus moderne où les femmes ne font plus beaucoup d'enfants, mais où aussi il y a plus beaucoup de décès. Ce qui est par exemple la caractéristique du régime démographique français. Les femmes font pas beaucoup d'enfants, en moyenne 2, et il n'y a pas beaucoup de décès, ce qui fait qu'on a une croissance démographique faible. Ensuite, il faudrait étudier comme dernier mot, hein, le mot défi. Alors, qu'est-ce qu'un défi? Bien, un défi, c'est un challenge, hein, c'est une difficulté à laquelle on est confronté et qu'il va falloir dépasser. Donc ici, la difficulté à laquelle on est confronté, à laquelle le monde, finalement, la planète est confrontée, c'est ce qu'on appelle le défi du nombre. Le défi du nombre, notamment le fait que l'on soit de plus en plus nombreux sur Terre, hein. Certains parlent de bombes humaines, comme on parlait de bombes atomiques, eh bien on parle de bombes humaines. Et l'autre défi, c'est le défi du vieillissement, une population qui vieillit beaucoup dans certains pays, et normalement, notamment le pays que l'on va étudier dans l'étude de cas. Alors, la problématique de ce cours sera la suivante, hein, du moins il y en aura deux même. Quelles sont les disparités démographiques dans le monde, c'est-à-dire quels sont les différents types de régimes démographiques dans le monde, hein, les différences de régimes démographiques dans le monde. Et deuxième moment, deuxième problématique, quels sont les grands défis auxquels les populations mondiales devront faire face dans les années à venir? Donc le fait qu'il y ait les populations mondiales montre bien qu'il y a des régimes démographiques différenciés. Il n'y a pas un seul type de régime démographique. Donc pour répondre à cette question, eh bien, vous allez faire une étude de cas, c'est ce que je vous donnais à faire pour demain, une étude de cas qui s'intitule Les enjeux du vieillissement au Japon. Alors, dans cette étude de cas qui s'intitule Les enjeux du vieillissement au Japon, vous comprenez dès lors hein, qu'on va étudier la démographie du Japon, donc ce pays d'Asie de l'Est, et nous allons voir justement le cas d'un pays qui a une démographie particulière, plus qu'elle a sa population qui vieillit.
Et donc forcément, ce vieillissement de la population, eh bien, entraîne des conséquences et donc est un enjeu majeur pour notamment le gouvernement japonais pour préparer ben, l'évolution du Japon, le Japon du futur. Donc je vous ai mis quelques chiffres sur le Japon, hein, dont vous prendrez connaissance ici, hein, concernant la population japonaise, hein, l'espérance de vie moyenne au Japon, hein, donc hommes et femmes confondus. Alors TX, ça veut dire taux, un taux de natalité. 7,5, vous faites attention, c'est pas pour 100, il y a deux petits zéros, donc dans ce cas-là, on dit pour 1000. C'est-à-dire que quand vous avez seulement deux zéros, un en haut, un en bas, ça fait les deux zéros qu'on retrouve pour le chiffre 100, pour le nombre 100, pardon. Et quand vous en avez trois, c'est pour 1000. Donc le taux de natalité au Japon est de 7,5 pour 1000, c'est-à-dire que pour 1000 habitants au Japon, il y a 7,5 naissances en moyenne. Alors c'est une moyenne, ça ne veut pas dire que le virgule 5 correspond à une moitié d'enfants. C'est une moyenne, je le répète, comme vous, quand vous avez, si vous avez un 8 et un 9 sur 20, vous pouvez avoir 8,5 de moyenne, ça ne veut pas dire que vous avez eu 8,5 une fois, c'est juste une moyenne. De même, le taux de mortalité est de 10 pour 1000, alors qu'en France, il est de 3,9 pour 1000. Donc, il y a moins de naissances au Japon qu'en France, et il y a plus de mortalité au Japon qu'en France. Ensuite, donc, bon, je vous ai mis une petite carte hein, pour localiser évidemment le Japon à l'échelle du continent asiatique. Ici, donc, un document qui nous présente deux courbes, hein, donc un diagramme en courbe avec deux courbes. L'une qui vous indique le taux donc de natalité, le taux de naissance pour 1000, ce qui est indiqué ici, hein, évolution de la natalité et de la mortalité au Japon pour 1000 habitants. Et ici, vous avez le taux de décès. Et à partir de 2015, on fait des projections. Projections parce que ce document date de 2015. Ensuite, un document de Philippe Pelletier sur la fascination du Japon qui vous présente justement ben, les problèmes démographiques au Japon. Un document 3 qui vous montre des employés de l'entreprise Mayekawa à la pause déjeuner. Hein, et on vous indique dans ce document que pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et la pauvreté des personnes âgées, la pénurie, c'est-à-dire le manque hein, de main-d'œuvre, les seniors, donc les personnes âgées, hein, sont incités à conserver un emploi. Et on vous dit que 8 millions de Japonais de plus de 65 ans travaillent. En France, à 65 ans, on est à la retraite. Et donc ensuite, donc, vous avez 5 questions et je vous demande bien dans vos réponses de citer les documents. C'est-à-dire que dans le document 1, pour décrire l'évolution de la population japonaise depuis 1950, il me faut des chiffres, il me faut des années, il me faut donc des taux de mortalité, des taux de natalité. Dans la question 2, donc dans quelle situation démographique le Japon se situe-t-il? Il faut citer des extraits du texte, mais tout en les commentant. Je ne veux pas que vous vous contentiez juste de les citer. Question 3, le vieillissement de la population concerne-t-il tout le territoire japonais? Même chose. Pareil pour la question 4, quels sont les problèmes générés par le vieillissement de la population? Donc vous citez le document tout en l'expliquant. Si vous vous contentez juste de citer, ça ne va pas. Si vous vous contentez juste d'expliquer, ça ne va pas. Il faut les deux. Si je vous demande de faire ça, c'est que quand vous aurez l'épreuve du bac à préparer en première, il y a une épreuve spécifique qui s'appelle l'analyse de documents et vous devez chaque fois citer le document à chaque fois que vous annoncez un argument. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'annoncer une idée sans s'appuyer sur le document. De même, vous ne pouvez pas vous contenter juste de citer le document sans rien expliquer. Et enfin, la question 5, quelles sont les réponses apportées au défi du vieillissement? Donc là, il faut vous servir du document 2, du document 3. Voilà, donc vous avez ces 5 questions à faire pour demain. Et donc demain, dans la vidéo suivante, vous trouverez le corrigé de cette étude de cas. Sur ce, les secondes, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail. Vous me l'envoyez comme d'habitude, soit sur WhatsApp, soit sur Pronote. Et puis ben, je vérifie que tout le monde l'ait fait. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Sayonara, comme disent les Japonais.